Bonjour à tous du coup et bienvenue sur cette visioconférence sur la sauvegarde des données numériques partie 2, puisqu'effectivement il y a eu une partie 1. Donc cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Familizen et Adaptia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. On est ravis de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé, je serai votre hôte aujourd'hui, donc je serai là pour veiller à ce que toutes les questions posées trouvent une réponse auprès de Julien et que vous n'ayez pas de problème technique pendant l'intervention de Julien. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir dans le petit chat qui est représenté par la petite bulle de conversation en bas ou en haut de votre écran, ça dépend de votre ordinateur. Voilà. Donc je vais laisser Julien du coup prendre la parole et puis se présenter et commencer la conférence. Je te laisse du coup prendre le relais sur la presse. Alors, je reprends le contrôle. Voilà, prendre le contrôle. Hop. Bien, bienvenue, bonjour à tous. Bonjour à vous qui êtes avec nous en direct sur cette réunion. Bonjour à vous qui nous regardez sur YouTube. D'ailleurs, puisque vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche là. Hop, on va le faire en même temps. Voilà, on va compter jusqu'à 2 parce que c'est 2 secondes que ça prend. Voilà, 1, on clique sur le bouton s'abonner. 2, on clique sur la petite cloche. Voilà, c'est fait. On peut passer à la suite. Alors, bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Je suis Julien Napoli, je travaille au Jardin Numérique. Au Jardin Numérique, on travaille contre on lutte contre la fracture numérique, particulièrement auprès d'un public senior. Et aujourd'hui, on va prendre la suite de la première partie que l'on a fait la dernière fois. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube et que vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite tout de suite à faire pause et à aller regarder la première partie. Chloé va vous mettre quelque part le lien dans la description. C'est important, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà. Alors, en plus, elle est plus courte. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu plus de temps. Donc la première partie, on a regardé comment sauvegarder, quoi sauvegarder, comment faire pour récupérer toutes ces données et les centraliser et se préparer à les sauvegarder. Aujourd'hui, maintenant, on va passer en revue les supports sur lesquels on va sauvegarder ces données. Alors, je fais un petit rappel pour ceux qui sont avec nous. Donc, pour préparer la sauvegarde, il faut rassembler, trier, classer tous ces documents papier. C'est important, vous avez aussi des documents papier à sauvegarder. Vous devez rassembler, identifier, trier tous les documents magnétiques, optiques et numériques. Donc, que ce soit toutes les disquettes, que ce soit tous les disques durs, que ce soit toutes les cartes mémoire, tout ce qui traîne dans vos tiroirs. Je suis sûr que vous avez des tiroirs jonchés de clés, vous ne savez pas ce qu'il y a marqué dessus. Donc, c'est le moment de tout sortir, de tout centraliser. C'est le moment également de trier vos papiers. Chez Movadom, on a une vidéo à ce sujet. On vous remettra le lien dans la description. C'est le moment de trier ces papiers pour ne pas scanner n'importe quoi et avoir en double des choses qui ne servent à rien. Donc, vous vérifiez le fonctionnement des lecteurs de vos supports parce que certains supports nécessitent un lecteur particulier. Certaines cartes mémoire ne fonctionnent ne sont lisibles qu'avec un lecteur qui n'est pas toujours disponible dans l'ordinateur. Faites la somme totale de toutes les capacités indiquées sur toutes les étiquettes dans l'hypothèse où toutes les sources sont pleines à ras-bord. Donc si vous avez des clés de 16 Go, des clés de 32 Go, même s'il n'y a rien dedans, vous faites la somme. Vous faites la somme de tout ça et vous voyez combien ça fait à la louche, hein. Et vous choisissez un ordinateur pour centraliser les opérations et assurez-vous qu'il dispose de suffisamment d'espace disque parce que sauvegarder les données, ça prend énormément de place, surtout pour rassembler, trier. Après, quand vous faites votre tri, vous pouvez en supprimer, mais ça va prendre beaucoup de place déjà sur un ordinateur. Alors, maintenant, on est en 2022, on a des ordinateurs qui ont des disques durs avec de la place à plus savoir quoi en faire. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'utilise pas plus de 100 gigas au maximum sur un disque dur de 1 Tera fourni d'office.
dans un ordinateur. Et ben justement, toute cette place dont on dispose, on va pouvoir l'utiliser à cet effet. Alors, la première copie, prenez l'habitude de copier rapidement. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois. Je le dis maintenant, prenez l'habitude de copier rapidement vos photos et vidéos dans l'ordinateur et ne les laissez pas traîner dans l'appareil photo. Donc, si vous prenez des photos avec un appareil photo numérique ou des vidéos avec un caméscope numérique, dès que c'est fini, prenez l'habitude de tout de suite les copier dans l'ordinateur. C'est déjà au moins une sauvegarde de fait. Rappelez-vous la règle des 3-2-1, vous devez disposer de 3 copies de vos données sur au moins 2 supports différents, dont un qui n'est pas chez vous. Donc là, vous avez vos photos et vidéos qui sont toutes fraîches, copiez-les tout de suite dans l'ordinateur. Parce que si ça reste dans la carte mémoire, c'est très facile à perdre une carte mémoire. Vous pouvez, dans le pire des cas, attention, j'agite l'épouvantail, dans le pire des cas, surtout si vous êtes en vacances, dans le pire des cas, vous pouvez vous faire voler votre appareil photo avec la carte mémoire dedans et la carte mémoire, vous ne l'avez jamais vidée et vous avez dedans 2 années de photos et de souvenirs, ce serait dommage. Par exemple, là, moi, je pars en déplacement pour faire une couverture médiatique. Donc, je pars avec un caméscope, un appareil photo, et je prends un ordinateur avec moi. Et je prendrai l'habitude régulièrement, dès que j'en ai l'occasion, dès que j'ai fait quelques images, eh bien, je vais sortir la carte mémoire de l'appareil et je vais la brancher dans l'ordi pour tout de suite en avoir une copie dans mon ordinateur. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que je ferais, c'est que j'irai dans la salle de presse ou alors depuis l'hôtel et j'irai mettre ces données-là directement via internet. Je les mettrai directement, à distance dans un ordinateur que j'ai chez moi ici au bureau. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça l'idée d'avoir des copies un petit peu partout et surtout une qui n'est pas chez moi. Parce que si je me fais voler mon ordinateur, eh ben, j'aurais perdu mes données. Surtout si je dois effacer mes cartes mémoire, parce que je vais filmer beaucoup, il faut que j'ai absolument une copie quelque part. Donc copiez toutes les données de tous vos supports dans l'ordinateur dédié et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir trier et classer les documents dans des dossiers. Et vous allez certainement devoir renommer des fichiers parce que si vous avez plusieurs cartes mémoire que vous avez mis dans le même appareil photo ou dans 2 appareils photo différents, il y a des chances qu'il y ait des photos qui s'appellent exactement pareil, bien que ce ne soit pas les mêmes. Les photos s'appellent, DSC 00432, DSC ou je sais pas quoi. Donc il y a des numéros et selon les appareils, eh ben, ces numéros peuvent être identiques, ils ne sont pas uniques. Donc c'est à ce moment-là que vous devez faire attention de bien identifier vos photos par l'image et non pas forcément par le nom. Donc c'est à ce moment-là que vous allez les renommer. Ce travail de tri est assez long, je vous le cache pas. C'est le moment de faire le tri, de faire le point sur toutes vos données, vos photos, vos vidéos et aussi vos films. Alors, j'ai pas parlé des films la dernière fois, mais on va pas se le cacher, je pense que pas mal d'entre vous ont des films qui traînent sur l'ordinateur, qui ont été, ramenés par le fiston qui a, à l'époque, traîné sur internet et récupéré plein de torrents. Donc tout ça, ça pèse lourd. C'est illégal, hein, mais si par hasard, il se trouve que vous avez des films sur votre ordinateur ou sur des clés ou sur des CD, tout ça, et que vous voulez les conserver, illégalement, on est d'accord, hein? Eh bien, ça prend de la place. Il va falloir aussi faire le tri là-dedans. Alors une fois qu'on est paré à sauvegarder, vous allez mesurer le poids total des données à sauvegarder. Donc vous allez dire: «Voilà, j'ai un dossier, photo où il y a toutes mes photos depuis 1992, jusqu'à, 2022. Tout ça, ça pèse, 42 gigas». Voilà. Vous avez fait un autre dossier vidéo avec, toutes les vidéos que vous avez prises depuis, je ne sais pas quand, y compris vos films Super 8 que vous avez numérisés, y compris, tout un tas de vieilles VHS, que vous avez pris au caméscope VHS. Souvenez-vous caméscope VHS. Si vous avez encore l'adaptateur VHS, caméscope, vous savez les toutes petites cassettes vidéo qui allaient dans un adaptateur pour aller dans le magnétoscope?
Bon, bah, tout ça, ça pèse super lourd. Et admettons que vous avez 459 gigas de données, de vidéos. Vous allez avoir toutes vos factures, tous vos documents papier, tout ce que vous avez récupéré dans vos emails, dans vos pièces jointes, tout ça, ça va représenter, je dis n'importe quoi, allez, 5 gigas. Et puis vous allez avoir tous vos films téléchargés par quelqu'un d'autre qu'on vous a filé, par votre fils, votre fille, ou vos copains qui vous ont rapporté des brouettes de films. Donc ça va représenter, je sais pas, 800 gigas, 2 téras. Bah, vous faites la somme de tout ça. Une fois que ça c'est bien classé, et vous allez dire alors voilà, maintenant j'ai 1,2 téra à sauvegarder. Sur quoi je vais sauvegarder ça? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc vous préparez des lots de dossiers si tout ne tient pas sur un seul support, et vous choisissez les supports adaptés. Mais vers quel support? Sachant que on va devoir satisfaire des contraintes. Alors je vous rappelle les contraintes qu'on va devoir satisfaire, c'est-à-dire qu'on va devoir satisfaire des contraintes euh, de redondance, de pérennité, d'accessibilité, de place, d'espace, tout ça multiplié par 3. Il y a aussi une contrainte qu'on va rajouter, c'est une contrainte de partage. La contrainte de partage, elle est associée à l'accessibilité, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'il va me falloir pour aller retrouver un fichier? Ben, on va en parler. On va passer en revue toutes les solutions à notre disposition, de la plus débile à la plus satisfaisante. Alors oui, j'aime bien commencer par la plus débile parce que je dis, on va vraiment tout passer en revue. Et on va faire le poids entre le pour, le contre. Alors si vous avez 4 gigas à sauvegarder, ça va aller vite. Là où ça va être compliqué, c'est quand vous allez avoir vraiment un gros volume. Ben là, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Alors, la première solution, évidemment, c'est la photocopieuse. Je l'avais dit la dernière fois, si vous avez des documents papier, le plus rapide et le plus facile à faire, c'est de faire des photocopies. Au niveau de la redondance, c'est pratique parce que vous pouvez, en un seul bouton, faire 3 copies d'un coup qui vont être séparées dans 3 bannettes différentes. Au niveau de la pérennité, c'est pas terrible parce que ça craint le feu, ça craint l'humidité, les rats, les insectes. Par contre, au niveau de la rétrocompatibilité, c'est nickel puisque une feuille de papier, même dans 30 ans, a priori, si elle est conservée dans de bonnes conditions, ah ben, elle n'aura pas bougé. Maintenant, les contraintes de place, c'est pas terrible parce que c'est lourd. Déjà, c'est lourd, ça prend de la place. Au niveau de l'espace, bah, ça prend autant d'espace que les originaux, sauf si vous faites du recto verso ou que vous faites de la composition où vous mettez plusieurs pages par feuille. Au niveau du prix, c'est hors de prix. Alors, sauf si vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Si vous le faites faire par votre gendre dans la photocopieuse de son entreprise entre midi et 2, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais c'est vraiment pas terrible. Mais c'est une bonne solution pour tout ce qui est les documents papier. Les factures, surtout si vous ne les avez que en documents papier. Après, vous mettez ça dans des classeurs et au niveau de la disponibilité, ben, il suffira de bien ranger vos classeurs. Si vous avez de la place à la cave ou au grenier, que votre cave ne craint pas l'humidité. Sachant qu'il va falloir avoir autant de classeurs que vous allez mettre autre part, chez quelqu'un d'autre. Parce que si votre maison brûle, vous perdez tout. Vous perdez toutes vos copies, toutes vos archives. Donc il faut en plus de ça penser à mettre une copie des classeurs les plus importants, c'est-à-dire les fiches de paye ou vraiment les papiers super importants, pas chez vous, chez quelqu'un d'autre, qui veut bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, tant qu'on est dans les supports débiles, la disquette, donc je l'ai mis, en gros, c'est non. Alors pourquoi c'est non, les disquettes? Plusieurs raisons. La pérennité, non. Déjà, alors il y a des gens qui ont fait un test. Ils ont acheté récemment, ils ont acheté un paquet de disquettes neuves. Quand je dis des disquettes neuves, c'est pas des disquettes qui ont été produites en 1992 et qui n'ont jamais été utilisées. Non, non, c'est des. Alors sachez que les disquettes, ça se produit encore. Il y a une usine dans le monde ou deux qui fabrique des disquettes parce que tenez-vous bien, au Japon, l'administration japonaise utilise encore les disquettes. Pourtant, les disquettes, enfin le Japon, c'est Sony, c'est Mitsubishi, tout ça. Non, bah, dans l'administration japonaise, ils utilisent encore les disquettes. Peut-être qu'un jour, ils vont se mettre aux emails. Sait-on jamais. J'ose imaginer qu'ils utilisent encore le fax, mais bon,
ils utilisent encore les disquettes. Le problème, donc, les gens qui ont fait un test sur des disquettes, ils ont pris un paquet de disquettes neuves et sur les 10 disquettes, il y en avait 4 ou 5 qui ne marchaient pas du tout. Donc le test, c'est simple, on prend un fichier Excel, un fichier Word, on écrit dessus, on enlève la disquette, on la remet dans l'ordinateur, on essaie de lire, et là, la disquette, elle marche pas. Donc, c'est pas terrible. Et surtout, en 2022, c'est complètement obsolète, parce que sur une disquette, on ne met que 1 méga 44, qui est pas foufou. Donc 1 méga 44, à l'heure actuelle, c'est même pas le poids d'une photo. En plus de ça, ça prend une place folle, et c'est pour ça qu'on a inventé le CD. À l'époque, souvenez-vous, quand les CD sont arrivés, un CD, ça fait 640 à 700 mégas. Là, on pouvait mettre l'équivalent de 4 ou 500 disquettes. Donc, c'était une grosse révolution. Et en plus de ça, si on fait un comparatif au niveau du prix, c'est juste hors de prix. C'est environ 3 € l'unité. Non, donc ça fait grosso modo 2000 € pour 1 giga. Alors 1 giga de données, ça fait 800 disquettes. Vous n'avez pas la place de stocker 800 disquettes, c'est pas possible. Alors j'ai dit disponibilité ne se fabrique plus. En fait, si, ça se fabrique, mais là où vous allez avoir un problème, c'est au niveau des lecteurs maintenant, parce que les lecteurs, ça se fabrique quasiment plus, même si vous pouvez en trouver en USB. Bon bref, on va pas passer 2 heures sur la disquette. Je vous ai expliqué pourquoi une disquette, c'est pas une solution de sauvegarde, et c'est la raison pour laquelle, si vous en avez chez vous, c'est le moment d'aller les prendre et d'aller les lire. C'est le moment de les identifier parce que vous avez peut-être dans un tiroir comment ça s'appelle? Une boîte avec 25-30 disquettes de l'époque. Alors si dessus, si sur l'étiquette vous avez marqué fichier Excel, du boulot, de machin, donc si c'est identifié dessus, ce que c'est, vous pouvez les jeter. Mais si vous ne savez pas ce qu'il y a dessus, c'est le moment de trouver un lecteur, de regarder ce qu'il y a dessus, et s'il n'y a rien d'important, vous jetez la disquette. C'est pas la peine de vous encombrer avec ça. Ensuite, l'email. Alors je le sais, c'est pas la peine de vous cacher. Je sais qu'il y en a qui font ça. Levez la main. Levez la main, ceux qui sont parmi nous. Levez la main, ceux qui utilisent leur email comme sauvegarde. Voilà. Alors, ce n'est pas fait pour ça. Oui, c'est super pratique. Bien sûr que c'est super pratique. Chloé, je t'envoie un fichier, je te l'envoie par email. Et puis, ah merde, c'est pas la bonne version. Attends, je te le renvoie. Ah, c'est dans quel email? C'est dans le premier ou dans le deuxième? Ah, c'est la deuxième pièce jointe. Ah mince, il est pas passé. Il est trop gros. Attends, bouge pas. Je t'en fais deux. Je te le coupe en deux. Le fichier Word. Alors, il y a la partie fichier Word partie 1, fichier Word partie 2. Je te l'envoie. Mince, il y avait une erreur. Attends, je te fais une copie. Donc, on se retrouve avec les boîtes mail jonchées et saturées de pièces jointes. Alors, c'est pratique quelque part parce qu'on peut les rechercher, on peut les retrouver, mais ce n'est pas fait pour ça. Un email, c'est pour envoyer un mot doux à Chloé, pour lui dire bonjour, je suis bien arrivé à Barcelone, il fait beau, voilà. Et éventuellement, je t'envoie une photo de moi sur la plage, et c'est tout. Voilà. Donc, prenez l'habitude de sauvegarder vos pièces jointes par email. Je sais que ça fait mal à entendre, je le sais. Je sais qu'on aime bien ça parce que c'est pratique à retrouver. Oui, il est où le PDF, chérie? Où est-ce que tu as mis le justificatif de domicile? Ah bah je l'avais déjà envoyé à EDF, à machin, ou à la Sécu, ils voulaient, c'est dans un email de août ou de juillet. Ah non, c'était septembre, je sais plus. Bah regarde dans les emails. Oh là là, j'ai pas le temps de regarder dans les emails. Voilà, c'est pas fait pour ça. Au niveau de la disponibilité, c'est pas terrible. Alors, au niveau de la redondance, oui, bien sûr, c'est redondant. Les boîtes mail sont par nature redondantes. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas, mais en fait, vos emails sont stockés sur plusieurs serveurs en même temps, ce qui permet d'assurer le fait que s'il y a un serveur qui tombe, votre prestataire a une copie quelque part sur un autre serveur. Donc oui, c'est redondant, mais c'est absurde. Au niveau de la pérennité, elle est incertaine. Pourquoi elle est incertaine? Parce que vous dépendez d'un prestataire de service extérieur. Il est arrivé, alors c'est arrivé chez Free, que, alors chez Free et chez certains autres prestataires également, vous recevez un mail sur votre boîte email abandonnée où ils disent: «Attention,
en date du 1er mai, on va abandonner l'ancien système de mail et on va passer sur une nouvelle version. Donc, assurez-vous d'avoir tout sauvegardé avant parce que vous n'aurez plus accès à vos anciens emails. Donc, vous arrivez 2 ans plus tard, vous vous souvenez que vous avez un document qui est dans un vieux mail, dans une vieille boîte mail, dont vous ne vous souvenez plus le mot de passe d'ailleurs. Bien fait pour vous. Eh ben, vous allez, voilà, Alice ADSL vous a fait le coup, parfait, voilà, c'est ça. Et vous vous retrouvez vous vous retrouvez à la porte. Et une fois que vous avez trouvé le mot de passe, vous ne trouvez plus vos emails parce que votre prestataire a décidé de faire de la place, sans vous le dire. Ou alors il vous l'a dit dans un email récent sur cette boîte mail que vous ne consultez plus depuis des lustres. Donc, voilà, c'est pas une bonne solution. Vous dépendez d'un prestataire qui a quasiment droit de vie ou de mort sur vos données. Alors, au niveau de la place, ça prend pas de place puisque c'est sur Internet. Au niveau de l'espace, en plus de ça, vos boîtes mail, elles sont pas illimitées. Vous allez avoir des boîtes mail qui font 1 giga, qui font 5 gigas. Heu pour ne pas la nommer, mais ma mère, elle dispose de 5 gigas 5 ou 50 gigas de mails, mais elle utilise ces choses-là. Pardon maman, hein, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu as entendu ce discours 100 fois, mais je te le redis, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Tu m'appelles pour me dire: «Oui, comment je fais? J'ai 99, j'arrive pas à envoyer un mail». Mais fais du ménage. Alors je sais que c'est compliqué, mais c'est le moment de faire du ménage dans vos boîtes mail et d'aller récupérer et sauvegarder vos pièces jointes. Alors vous pouvez utiliser un logiciel de mail, comme, Thunderbird ou Firebird, je sais plus, qui lui va récupérer vos mails en ligne et vous allez en avoir une copie sur votre ordinateur. Et après, vous allez lui indiquer de ne pas supprimer les messages, que vous supprimez ici et vous allez pouvoir faire de la place dans votre boîte mail en ligne et vous aurez une copie dans le logiciel. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant parce qu'après il va falloir sortir tout ça du logiciel. Alors certains logiciels disposent de fonctionnalités d'export et d'archivage. Hem, Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau des mails, c'est pas fait pour ça. Donc récupérez vos pièces jointes et faites le ménage. Et au niveau de la disponibilité, ben, ça nécessite internet. Ça nécessite une connexion internet. Donc si vous n'avez pas internet ou si vous êtes, dans la pampa ou dans votre maison de campagne avec internet qui est apporté, à dos de chameau, ça risque d'être un peu long. D'où l'avantage d'utiliser un logiciel qui, lui, aura une copie, sur place. Ensuite, le CD ou le DVD. Alors, on parle bien de CD ou de CD-ROM, hein, inscriptible. Alors ça, c'était très, très bien à l'époque. C'était très bien à l'époque parce que, heu, c'était facile d'en faire plusieurs copies. C'était vendu comme étant un support, immortel et garanti à vie. Sauf que, je ne vous apprends rien, un CD, ça reste fragile, ça craint les rayures. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. La face la plus fragile d'un CD, c'est pas la face en dessous où il y a rien marqué, c'est la face du dessus. C'est la face du dessus où il y a marqué la marque, il y a marqué, Memorex, Philips, machin. C'est cette face-là où on est censé écrire dessus avec un feutre spécial. Ce que c'est cette surface-là qui est la plus fragile. Parce que la face d'en dessous, c'est une grosse couche de plastique et au-dessus, il va y avoir les couches, de données. Mais les couches de données, elles sont protégées que par une fine couche de vernis. Et en plus de ça, il s'est avéré que par le temps, au bout d'une dizaine d'années, certains CD, certains CD-ROM inscriptibles commençaient à rouiller. Alors on appelle ça de la rouille. On peut appeler ça aussi de la moisissure. Sur l'image que vous voyez, alors c'est une image un petit peu exagérée, mais il y a un phénomène de dégradation de la couche sur laquelle sont inscrites les données. Alors, vous voyez sur l'image du dessus que le millefeuille que c'est,
je sais pas si on voit mon pointeur. Donc un CD, c'est plusieurs couches avec un énorme substrat en plastique et les couches sur lesquelles sont les données. La différence entre un CD qui est pressé dans le commerce et un CD-ROM, c'est que sur un CD pressé dans le commerce, les données sont stockées, sont matérialisées sous forme de creux et de bosses. Donc c'est physiquement des creux et des bosses comme un vinyle. Or, sur un CD-ROM, en anglais, on appelle ça to burn, brûler, parce que c'est ce que ça fait. Le laser vient inscrire les données en modifiant la structure moléculaire de la couche de données, qui va être plus ou moins opaque, et c'est comme ça que vont être inscrites les données. Eh bien, c'est cette couche-là qui est sensible au laser qui va se dégrader au fil du temps. Alors, c'est pas tous les disques, c'est pas tous les CD-ROM qui seront atteints par ce phénomène, mais ça existe. Au niveau de la rétrocompatibilité, elle est plutôt bonne. Mais attention, certains vieux CD gravés passent mieux sur des vieux lecteurs. Allez comprendre pourquoi. Si vous prenez un CD-ROM là tout de suite, allez retrouver un vieux CD-ROM que vous avez dans un tiroir, mettez-le dans le lecteur de CD de votre ordinateur portable, par exemple. C'est pas dit qu'il arrive à le lire. Alors que si vous rallumez l'ordinateur de la cave sur lequel vous aviez gravé ce vieux CD-là, il y a des chances que ça passe. Le niveau de la place, ça prend relativement peu de place, c'est pour ça que ça avait été fait. Au niveau de l'espace, vous pouvez mettre jusqu'à 700 mégas sur un CD, vous pouvez mettre entre 4,7 et 8 gigas sur un DVD, et vous pouvez mettre entre 25 et 100 gigas sur un Blu-ray. Au niveau du prix, c'est intéressant à partir du DVD. Je vous déconseille de de sauvegarder vos données sur un CD-ROM. De toute façon, il n'y en a plus maintenant. Donc maintenant, ce sont des DVD que vous allez trouver. C'est pas si mal, au final. C'est pas si mal, mais il faut que la gravure, elle se fasse bien. Moi, récemment, j'ai essayé de graver un ISO, l'ISO d'un de l'installation de Windows, par exemple, sur un DVD. Bah, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois parce qu'au bout d'un moment, la gravure, elle plante. Voilà. Donc, ça peut être intéressant si vous avez vraiment besoin que toute votre, que toute votre vie tient sur un seul DVD. C'est facile de faire 3 copies. Mais c'est pas super optimisé. Et au niveau de la disponibilité, attention aux évolutions des supports. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les CD. Maintenant, les CD, ça se fait plus. Après, il y a eu les DVD. Et puis maintenant, il y a les Blu-ray. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer maintenant dans le futur. Et je ne sais pas si le support optique a encore de l'avenir. Je pense qu'après le Blu-ray, on va s'arrêter là. Donc maintenant, vous savez pourquoi choisir ou ne pas choisir de sauvegarder vos données sur un DVD. Alors maintenant, les clés USB et cartes mémoire. Je vous fais un rappel. Une clé USB, ce n'est pas un support de sauvegarde, c'est un support de transport. Une clé USB, ça a été inventé avant Internet. C'est quand je voulais envoyer un fichier à Chloé, je prends une clé USB, je la mets dans mon ordinateur, je copie mes photos, mes fichiers Word, mes fichiers Excel, je les mets sur une clé USB, je mets la clé dans ma poche, je vais chez Chloé, je donne la clé à Chloé, Chloé la met dans son ordinateur, et là on croise les doigts. Là on a les fesses qui font bravo, là, parce que est-ce que la clé elle va marcher? C'est pas dit. C'est pas dit. Alors, des fois, ça arrive que la clé USB, elle veuille pas être lue sur un ordinateur, alors qu'on a bien réussi à écrire. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je retourne chez moi. Je vais faire ça, je vais mettre ça sur une deuxième clé USB. Donc déjà à l'époque, on avait conscience que quand on devait quand on devait transporter des fichiers sur des clés USB, attends, je te fais ça sur 2 clés, parce que des fois qu'il y en a une qui plante. Voilà. Alors, les cartes mémoire, à l'époque, ça a surtout été inventé pour les appareils photo numériques. Mais pareil, une carte mémoire, c'est fait pour faire clic-clac. On fait la photo, elle est dans la carte mémoire, et tout de suite, on la met dans l'ordinateur. On vide sa carte mémoire dans l'ordinateur. Même si j'en conviens maintenant, vous avez des cartes mémoire avec
128 Go, 500 Go, vous pouvez en faire, hein, des photos, des vidéos dessus. C'est pas une raison pour sauvegarder vos données dessus parce que, heu, au niveau de la pérennité, elle est incertaine. Ça résiste au choc, effectivement, si vous faites tomber votre carte mémoire par terre ou votre clé USB par terre, il y a de grandes chances qu'elle survive, mais ça ne résiste pas à la perte. C'est très, très, très facile à perdre. Surtout ces toutes petites cartes mémoire là, vous les voyez là? Ces cartes mémoire qui sont grands comme une miette de pain et non mais je rigole pas. Il y en a qui sont vraiment grandes comme une miette de pain. C'est tellement facile à perdre. En plus, elles sont toutes les mêmes, elles sont toutes pareilles. Pour peu que vous en ayez 3 du même modèle, vous la mettez dans l'appareil photo, vous la formatez, puis pas de bol, en fait, c'était ça, il fallait pas la formater parce qu'il y avait les photos que vous aviez pas encore copiées sur l'ordinateur. Donc ça, c'est encore un risque en plus. C'est facile à perdre et c'est facile à oublier dans la poche et en règle générale, si vous l'oubliez dans la poche, bah, ça résiste assez mal, hein, au passage en machine. Les tests en laboratoire le prouvent. Une carte mémoire ou une clé USB qui passe à la machine, en règle générale, elle aime pas ça, hein. Au niveau de la rétrocompatibilité, bah, elle est plutôt correcte, mais attention au format abandonné. Vous avez certainement encore un memory stick ou une carte mémoire d'un format assez exotique. Assurez-vous que le lecteur de carte mémoire pour ce format-là existe encore. Alors au niveau des contraintes, effectivement, ça prend très peu de place. Au niveau de l'espace, c'est très très bon parce que vous allez pouvoir mettre des centaines de gigas dans un espace tout petit. Mais au niveau des prix, c'est pas terrible parce que les prix s'envolent plus la capacité augmente. Au niveau de la disponibilité, elle est plutôt bonne. Si vous décidez quand même de mettre ça sur votre clé USB, vous mettez quand même alors admettons que vous ayez, 28 gigas, toutes vos données, toute votre vie tient dans 28 gigas. Vous pouvez prendre 2 clés USB de 32 gigas, voilà, 2 ou 3. Maintenant ça coûte plus rien, hein. Prenez 3 clés USB donc de marques différentes, très important. Je rappelle pourquoi est-ce qu'il faut prendre pourquoi est-ce que 2 supports identiques doivent être de marques différentes? Parce que pour peu qu'ils aient été fabriqués au même moment, dans la même usine, en même temps, dans le même lot, s'il y en a un qui a un défaut, il y a des chances que le deuxième ait également ce défaut et plante au même moment. Donc, si votre vie tient sur une clé USB, eh ben, mettez-la sur 2 clés USB de marques différentes. Vous faites une copie, faites-en 3 copies par exemple. 1, 2, 3, c'est vite fait. Vous étiquetez votre clé USB, vous marquez au feutre indélébile dessus ce que c'est et vous la rangez dans un placard facile d'accès. Comme ça, si vous avez besoin de récupérer, un vieux document, alors pourquoi est-ce que vous auriez besoin d'aller récupérer un vieux document? Admettons que votre ordinateur plante. Votre ordinateur familial, c'est celui-là dans lequel il y a tous vos données. Tout ce qu'il y a dans la clé, vous l'avez dans l'ordinateur déjà une fois. Vous avez vos factures, vous avez vos documents de travail, vous avez tout dedans. Si cet ordinateur plante et que de manière irrécupérable, vous avez une copie quelque part de vos archives. Donc la disponibilité, c'est le temps qu'il me faut pour aller mettre la main dessus. Donc sur une clé USB, c'est facile. Vous la ressortez du placard, vous la branchez dans l'ordinateur et normalement, dans la plupart du temps, ça passe. Alors maintenant, on va parler des bandes magnétiques. Levez la main si vous avez connu les bandes magnétiques. Alors moi, j'en ai connu. Moi, à l'époque, j'avais ça. J'avais cette petite cartouche. Alors cette cartouche-là, dessus, on peut mettre 2 gigas. Mais à l'époque, moi, j'avais des cartouches de 130 mégas. 130 mégaoctets à l'époque, hein. C'était quand même pas mal. Je vous rappelle que moi, à l'époque, j'avais un disque dur de 40 mégas. 40 mégas, 20 mégas. Et puis même si on avait un disque de 200 mégaoctets, eh ben, c'était assez rapide pour le remplir. Donc, quand je travaillais dans l'édition à un moment, ben, un journal entier, ça prenait, avec les photos, bah, ça prenait facile 25 mégas, 30 mégas avant de l'amener chez l'imprimeur. Donc, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait ça sur une bande magnétique ou alors on les archivait comme ça sur bande magnétique.
Au niveau de la redondance, c'est pratique parce qu'on peut... Enfin, c'est pratique. Non, c'est pas pratique. Oui, on peut faire plusieurs copies, mais c'est très, très, très long. En revanche, pourquoi est-ce que ce support-là est énormément apprécié des professionnels? C'est parce que ça a une pérennité éprouvée. C'est vraiment quasiment immortel, une bande magnétique. Il y a des formats qui sont vraiment professionnels et une bande magnétique, c'est très, très, très stable dans le temps. Par contre, au niveau de la rétrocompatibilité, c'est la jungle. Vous voyez, le lecteur, si je ressors mes bandes magnétiques d'époque, j'ai mon lecteur, mais il faut que j'arrive à monter un ordinateur d'époque avec un Windows de l'époque pour pouvoir faire tourner le logiciel de l'époque. Et en plus, au niveau des formats, c'est encore pire que les CD et les DVD, et c'est encore pire que les cartes mémoire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de formats de bandes magnétiques, tous plus ou moins bons les uns que les autres, mais c'est la jungle. Euh, donc j'en parle parce que c'est un support qui existe. Vous pouvez avoir encore maintenant des supports sur bande magnétique modernes qui soient accessibles au grand public. Moi, je dis que c'est une solution valable, vraiment. C'est une solution valable sur bande magnétique. Par contre, au niveau de la disponibilité, c'est vraiment pas terrible. Parce que c'est fait pour faire de l'archivage, c'est fait pour mettre d'un seul coup toutes mes données et de les archiver dans le placard. Et on sait que c'est là. C'est pas fait pour aller toutes les 5 minutes aller chercher des fichiers dessus. Au niveau de la place, je voudrais que vous preniez en considération le fait que sur une cartouche professionnelle, on peut mettre jusqu'à 400 téraoctets. Pas 400 gigas, hein. Votre disque dur actuel, là, dans votre ordinateur, il fait quoi? 1 téra, 2 téra, 500 gigas? Sur une grosse cartouche professionnelle, on peut mettre 400 téraoctets. C'est juste colossal. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est utilisé dans le milieu professionnel? Bah, quand vous êtes un constructeur automobile ou que vous êtes une banque ou que vous êtes ce genre de profession qui manipule énormément de données, vous avez besoin d'un support d'archivage conséquent. Et ben c'est là qu'entre en jeu c'est là qu'entre en jeu la bande magnétique. Alors oui, qui c'est qui a posé la question? Marc, c'est ça? Marc, le temps de recherche des données, oui, 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 oui. Alors, le prix est intéressant à partir du DVD. Ah non, le prix, non, le prix est intéressant. Non, le prix, bah, ça dépend quelle cartouche. Mais au niveau de la disponibilité, exactement, Marc, c'est extrêmement long. Pensez bien que à l'époque où j'utilisais un autre format de bande magnétique, ça prenait une nuit entière pour copier plusieurs gigaoctets. Une nuit entière. On parle pas de graver un CD là. On parle de ça passe une nuit entière. Bah, pensez-vous, un CD, vous avez une surface qui est définie. Mais sur une cartouche, on va prendre un exemple bidon, mais sur une cartouche dont la bande magnétique fait 1 centimètre d'épaisseur et qui fait 100 mètres de long, ça fait 1 mètre carré. 1 mètre carré de densité. Donc c'est pour ça que vous pouvez mettre autant de données, c'est que la surface, quand vous multipliez la surface par la densité, ça vous fait un espace colossal de données sur lequel vous allez pouvoir mettre vos données. Par contre, 100 mètres de bande magnétique, va falloir les enrouler dans un sens, les enrouler dans un autre sens. C'est extrêmement long. Alors, vous voyez ce format-là. Alors ça, vous voyez peut-être dans les vieux films, dans les vieux James Bond. Ça, ce sont les grosses bandes magnétiques qui mettent dans des énormes armoires. Et dans les films, elles n'arrêtent pas de tourner dans un sens, dans un autre. Ben, c'est ça. Donc, c'est très, très bien pour stocker beaucoup de données. Par contre, pour y accéder, faut se lever tôt. Donc, effectivement, la bande magnétique, c'est le premier support historique dédié à l'archivage pérenne, le stockage et la restauration de masse. Maintenant, on va parler des disques durs. Alors, il y a 2 catégories de disques durs. Il y a les disques durs mécaniques et les SSD. Alors, un disque dur mécanique, vous en avez un là, qui est ouvert. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un disque dur? Je vous le donne en mille et mille, parce que c'est un disque
et qu'il est dur. Voilà. Au revoir. Voilà. Alors, on appelle ça hard drive en opposition à floppy disk. Floppy disk, c'est la disquette. La disquette, c'est un petit disque. Petit disque. Et pourquoi floppy? Parce que c'est mou. Une disquette, c'est mou. Le support magnétique d'une disquette, il est tout mou. Souvenez-vous, les grandes disquettes noires, là, vous pouviez les bouger, les tordre. Donc, un disque dur, par opposition à une disquette, c'est un disque qui est dur. Et il y a plusieurs plateaux dedans. Il y a entre 2 et 5 ou 6 plateaux. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plusieurs plateaux sur un disque. Donc, ce disque-là tourne très, très, très vite. Et il y a des têtes de lecture, comme un tourne-disque, comme une platine vinyle, qui va se balader là sur toute la surface du disque. Et c'est là-dessus qu'elle va pouvoir, c'est comme ça qu'elle va pouvoir accéder aux données. Alors, ça fait des années et des années qu'on fabrique des disques durs mécaniques, et c'est un excellent prix au giga. Maintenant, un disque dur de 1 Tera, ça coûte 60-70 euros. 1 Tera, c'est-à-dire 1000 gigas. Et en plus de ça, les données, en cas de crash, les données sont facilement récupérables. Je dis facilement entre guillemets parce que, alors ça va vous coûter une fortune, hein. Si toute votre vie tient sur un seul disque dur et qu'il meurt, sachez qu'il existe des sociétés spécialisées dans la récupération de données. Donc vous apportez votre disque dur dans cette entreprise-là. Ils vont ouvrir votre disque dur, ils vont le sculpter, ils vont faire une autopsie et puis ils sont capables de récupérer les données. C'est long et ça va être très très cher. Alors par contre, vous ne payez que le poids de données qu'ils arrivent à récupérer. Mais les disques durs mécaniques ont cet avantage qu'ils sont facilement récupérables. Mais ça craint les chocs et les champs magnétiques. Alors quand je parle de champs magnétiques, faut vraiment le laisser stocker à côté d'une grosse enceinte de votre chaîne hi-fi pour qu'il soit endommagé. Mais ça craint quand même les champs magnétiques, tout autant que les disquettes, tout autant que les bandes magnétiques et tous les autres supports magnétiques. Et puis ça craint les chocs. Moi, j'ai perdu un disque dur comme ça parce que je l'avais fait tomber. Et c'est très dangereux, surtout si vous le faites tomber sur la tranche. Si vous le faites tomber de ce côté-là ou de ce côté-là, eh ben, ça risque de désaxer très légèrement le plateau sur son axe qui est là. Et là, c'est foutu. Alors, de l'autre côté, vous avez les disques durs qu'on appelle les disques durs SSD. Ça veut dire Solid State Drive. C'est le même format. Ça tient au niveau de la place, ça prend la même place. Mais ils ont remplacé les plateaux par des puces électroniques. Parce que maintenant, on est capable de faire des cartes mémoire de la taille d'un disque dur. Donc, ils se sont dit, bah, quitte à faire une carte mémoire de 128 Go, autant faire un disque dur de 128 Go, basé sur la même technologie. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont pris un petit peu les mêmes. Alors, c'est pas les mêmes puces, mais grosso modo, l'idée, c'est ça. L'avantage, le premier avantage, c'est que c'est très, 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 très léger. Ça craint pas les chocs. Moi, je fais tomber tous les jours des SSD, ça craint rien. Et autre avantage, c'est que le taux de transfert est très, très, très rapide. C'est grosso modo 10 à 50 fois plus rapide qu'un disque dur mécanique. Mais les SSD ont un petit inconvénient, c'est-à-dire que le taux d'écriture est limité. Vous ne pouvez pas écrire plus que, je dis n'importe quoi, un certain millier ou million de fois de données dans la même, dans la même case. Et il se dégrade après un temps prolongé sans avoir été branché. Alors oui, le parallèle avec les clés USB, il est fait, c'est qu'une clé USB, les données vont quelque part s'évaporer au fil du temps. Les clés USB et les SSD, branchés, ils ont besoin d'être branchés électriquement de temps en temps pour rafraîchir les voltages à l'intérieur. Je ne vous fais pas un cours magistral, mais pour des questions de voltage et d'électricité et d'électrons qui se baladent, les données peuvent s'altérer au fil du temps sur un SSD qui n'est pas branché. Alors, on a parlé des disques durs, comment ça marche. Maintenant, choisir un disque dur externe. Alors, un disque dur externe, c'est un très 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 bon compromis.
pour peu qu'on fasse attention. Alors, la redondance, oui, bien sûr, vous pouvez brancher plusieurs disques externes sur votre ordinateur. Au niveau de la pérennité, ben, ça dépend du disque. Si vous prenez un disque mécanique, manipulez-le avec précaution. Si vous prenez un SSD, veillez à le brancher régulièrement sur votre ordinateur. Mais l'avantage, c'est que si vous avez 300 gigas de données et que à sauvegarder, que toute votre vie tient sur 300 gigas, vous achetez un SSD ou un disque mécanique de 500 gigas, vous en branchez un sur votre ordinateur, vous copiez les données, vous en branchez un deuxième d'une autre marque, et vous recopiez vos données, et vous en mettez un dans votre placard et un autre chez votre gendre. Au niveau du prix, les prix sont assez compétitifs et ça se démocratise pas mal et les prix sont vraiment, vraiment abordables. Donc moi, je cautionne et je valide l'option, sauvegarder vos données sur un disque dur externe. On a tous ça en tête, mais il faut avoir également en tête les spécificités de chaque disque. Si vous prenez un SSD, ça va être rapide à copier dessus vos données, mais veillez quand même à, le brancher de temps en temps. Et il suffit de 1 an ou 2 déjà pour que certaines données commencent à s'altérer sur un SSD. On va parler maintenant du cloud. Alors, le cloud, ça rejoint un peu ce qu'on disait par l'email, mais c'est quand même mieux. Si vous avez un compte Gmail, si vous avez un compte Microsoft, donc si vous avez un compte Gmail ou que vous avez un compte, Outlook, Live, heu, il y a des chances, enfin même un le cloud, un service cloud est fourni avec. Alors le cloud, c'est ce qu'on appelle également le drive. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espace sur internet, donc un espace disque sur internet qui vous est réservé, dans lequel vous allez pouvoir copier tout ce que vous voulez. Alors chez Google, on a 15 gigas d'espace disque, ce qui est quand même pas mal. Mais de ces 15 gigas, il va falloir retrancher la place prise par vos emails. Et sachez que quand vous prenez des photos avec votre téléphone Android, pour peu qu'il soit mis en relation avec votre compte Gmail, eh bien vos photos sont automatiquement, chaque fois que vous prenez une photo, dès que votre téléphone en a l'occasion, il va copier cette photo sur le cloud et vous allez pouvoir retrouver vos photos en ligne. C'est-à-dire qu'il fait le boulot de copier les données de la carte mémoire vers un ordinateur, il le fait tout seul. Si bien que si vous perdez votre téléphone portable, au moins vous n'avez pas perdu vos photos. Au niveau de la pérennité, c'est pas mal. Mais, on va y revenir, enfin on en revient, le support ne vous appartient pas. Vous payez un service à une société tierce. Alors, si vous avez un compte Gmail gratuit, c'est gratuit, mais c'est limité. Si vous avez un compte OneDrive, c'est limité. Je crois que OneDrive, c'est 1 giga, me semble-t-il. Alors 1 giga, c'est vite rempli au niveau des photos, hein. Mais vous pouvez acheter, alors j'ai plus les tarifs, mais ça reste raisonnable. Chez OneDrive, vous pouvez acheter 100 gigas pour, je dis n'importe quoi, 5 € par mois. Alors commencez à y penser. Faites une projection dans le futur. Si vous avez 100 gigas de données par mois, à raison de 5 € par mois, pendant 20 ans, ça fait combien? Chloé, je te laisse faire le calcul. 5 € par mois, pendant 1 an, ça va faire 60 € 60 fois 20? sur quoi donc? 60 fois 20 du coup? Voilà, 60 fois 20, 6 Je veux bien fois que tu me ça fasses travailler là. voilà, 60 fois 20. 1 200 €. voilà, 1200 60 fois 1 200 €. Bah, 60 fois 20, oui. 60 fois 20. Ouais, 1 Sur 20, 200 €. donc Ça ça va. va vous coûter 1 200 € sur 20 ans. Vous vous Mmh. rendez compte un peu? Alors qu'un disque dur externe, ça coûte, un disque dur externe, ça coûte, 70 €, 60 €, 50, 30 €. Ça coûte plus rien maintenant. Donc
Ça, c'est bien. Alors, je parle pour 20 ans. Alors, d'ici 20 ans, on ne sait pas déjà si le tarif il va pas évoluer. Et on ne sait pas non plus si le prestataire va mettre fin au service ou pas. C'est arrivé avec Amazon. Amazon avait un service de cloud et du jour au lendemain, ils ont dit: «Bon, ben, on va arrêter ça parce que, on va arrêter». Donc pour tous ceux qui n'ont pas eu l'alerte, eh ben, il y en a qui ont perdu, leurs données parce que le prestataire, sans crier gare ou presque, a mis fin au service. Le prestataire peut également faire faillite, hein. Ça arrive. Le prestataire, le data center peut également brûler. C'est arrivé à OVH, par exemple. Donc mais au niveau de la redondance, en règle générale, si vous mettez vos données dans le cloud, c'est fait pour ça. Parce que comme vous le voyez sur le dessin, il y a plusieurs serveurs qui sont là et ça fait de la redondance et de la réplication tout seul. La réplication, je vous rappelle que c'est quand vous copiez les données sur un support et que ce support va s'autocopier sur un autre support, qui va lui-même s'autocopier encore une fois sur un autre support. Donc c'est fait pour ça, le cloud. Il y a de la réplication. L'avantage, c'est que vous savez que si vous mettez un document dans votre cloud, le prestataire peut, crasher un data center, vous savez qu'il y en a une copie qui est automatiquement faite autre part. Cela dit, vous ne maîtrisez pas non plus le pays dans lequel sont stockées vos données. Google, c'est aux États-Unis. Microsoft, c'est aux États-Unis. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que vos fichiers Excel très, très importants, pour que vos photos intimes soient stockées aux États-Unis? C'est à vous de voir. Alors, au niveau de la place, oui, ça prend pas de place parce que c'est décentralisé. Au niveau de l'espace, c'est quasi illimité, pour peu que vous ayez, le forfait adapté. Au niveau du prix, ben, ça dépend du prestataire et au niveau de la disponibilité, c'est là où ça devient un petit peu plus touchy. Le cloud, ça nécessite une connexion internet, obligatoirement et une bonne connexion. Donc si vous avez 100 gigas à envoyer sur le cloud, si vous êtes, à la pampa avec une connexion, ADSL, vieillissante, ça va mettre du temps à sauvegarder tout ça en ligne et à l'inverse, ça va mettre du temps à récupérer vos données en ligne. Si vous avez besoin de récupérer des photos ou des vidéos ou des trucs, même un gros document, même un gros PowerPoint, admettons que vous utilisiez le cloud pour professionnellement et que vous faites un PowerPoint, ça peut tout de suite prendre, 25-30 mégas, on s'en fiche. Sur un disque dur, on s'en fiche. Mais, sur une connexion internet, très, 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 très lente, ça peut prendre du temps. Et aussi, ça nécessite une connexion autorisée depuis le pays dans lequel on se trouve pour accéder au service. On est en plein dedans avec les problèmes qui se passent avec la Russie. Il y a des prestataires, en Russie aussi qui font des prestations de cloud. Ils le font très bien, mais en cas de guerre, et toutes les sanctions qui arrivent, il se peut que vous soyez dans un pays, qui se retrouve bloqué ou isolé du monde. Et comment vous faites maintenant pour aller récupérer vos données? Vous êtes embêté. Si vous êtes en voyage, si vous partez à l'étranger, vous partez, je dis n'importe quoi, vous partez en Turquie et que la Turquie, elle soit fâchée avec, ou elle ait des relations diplomatiques compliquées avec, un autre pays ou avec, et ben, vous allez être embêté pour récupérer vos données. Parce que, les services qui sont accessibles depuis la France ne le sont pas forcément depuis l'étranger. Donc ça introduit des problématiques de diplomatie, de disponibilité internationale. Heu ça introduit des problématiques de débit, on vient d'en parler avec des connexions internet vieillissantes et aussi la quantité de données que l'on veut envoyer ou recevoir dépend de la qualité de la vitesse de connexion. Alors au niveau des prestataires, il y a des prestataires internationaux, américains pour la plupart, qui sont Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox. Mais, en France, il y a également La Poste qui propose Digipost et Apple qui propose aussi iCloud. Donc le Drive, moi j'utilise le Drive pour tout ce qui est pour tous mes documents, administratifs. C'est-à-dire les fiches de paye, les déclarations d'impôts,
les relevés de la sécu, les relevés d'impôts, qu'est-ce que je mets dedans? Les justificatifs de domicile. C'est tous les documents que toutes les 5 minutes, on vous demande. Moi, je les mets dans le cloud parce qu'ils sont facilement accessibles depuis mon téléphone, puisque c'est synchronisé avec mon téléphone. Je peux facilement les partager à l'administration qui en a besoin. Et puis, par contre, je ne mets pas mes photos. Ce que je fais, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Régulièrement, je copie les photos qui sont dans le cloud, je les copie dans mon ordinateur, et puis après, je vais les copier sur le support magique dont je vais vous parler dans un instant. Je le fais à l'envers. Mais donc sur le cloud, je ne mets pas d'archives. Je mets, on va dire, des documents frais et dont on a tout le temps besoin. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme solution pour avoir ces données qui soient dans un endroit à peu près sécurisé, sur lesquels on puisse heu, facilement s'y retrouver, facilement y accéder? Alors, on ne le pense peut-être pas assez, mais un vieil ordinateur, ça suffit aussi. Un autre ordinateur, c'est pas mal, en vrai. En vrai, c'est pas mal. Heu, vous avez votre ordinateur, portable de travail et vous avez peut-être, chez vous un vieil ordinateur. Bah, pour peu que vous mettiez dedans un disque dur de grosse capacité, vous pouvez tout sauvegarder dedans, c'est pas mal. C'est sous la main. Après, depuis cet ordinateur-là, vous pouvez l'utiliser pour centraliser toutes vos données. Vous pouvez après dessus, le synchroniser avec le cloud. Vous pouvez après dessus, copier tout ça sur des disques durs externes. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça revient à c'est un peu comme la photocopieuse du début, mais un vieil ordinateur, ça fait largement le boulot. Au niveau de la redondance, bah, c'est variable, ça dépend comment est-ce que vous copiez et surcopiez vos données. Au niveau de la pérennité, c'est pas mal aussi. Au niveau de la rétrocompatibilité, pour peu que vous ne fassiez pas des évolutions, majeures qui risquent de le planter, c'est pas mal. Bon, par contre, ça prend un peu de place, effectivement. Si vous avez la place d'avoir un ordinateur qui sert à ça, c'est pas mal. Au niveau de l'espace disque, bah, tant qu'on peut mettre des disques durs dedans, vous pouvez étendre la capacité de sauvegarde. Au niveau du prix, c'est un peu dommage si vous achetez un ordinateur exprès pour ça, mais ça peut être valable. Ça peut être valable si vous avez un ordinateur d'occasion, si vous avez votre ancien ordinateur que vous allez recycler, donc c'est bon pour la planète, vous réutilisez un vieil ordinateur pour ça. Alors, il y a Marc qui dit: «Pas évident de récupérer les données du cloud pour les mettre sur un disque dur perso. Je n'y arrive pas vraiment, ce n'est pas évidemment, c'est pas évident de les supprimer du cloud pour être certain que le gestionnaire ne les garde pas». Alors oui, c'est vrai, dans le cloud, alors il y a un dicton, c'est que tout ce que vous mettez une fois sur plouf plouf, tout ce que vous mettez une fois sur internet, il restera à vie. Parce que, vos données vont être copiées sur un serveur et ce serveur lui-même, il s'auto-réplique sur un autre serveur. Donc vous ne savez pas où sont stockés et à combien d'exemplaires sont stockées vos données. Donc le cloud, c'est intéressant pour sauvegarder des données, heu, qui seraient, pas, comment ça s'appelle? Des données confidentielles ou des données qui sont pas sensibles. Mais, effectivement, est-ce que vous acceptez qu'un tiers ou qu'une nation externe, ait la main sur vos données personnelles, confidentielles? C'est à vous de peser le pour et le contre. Alors, au niveau de la disponibilité, c'est très bon. Il y a qu'à allumer l'ordinateur ou de le laisser allumer, en permanence. Heu, vous avez accès à vos données. Vous avez accès à vos données fraîches. Vous avez également accès à vos archives, donc toutes vos vieilles photos, toutes vos archives. Je vous rappelle qu'une archive, c'est fait pour être constituée une fois et quasiment ne plus jamais y revenir. Mais, si on a besoin de consulter ces archives régulièrement, bah, il y a pas besoin de descendre à la cave, d'aller, prendre le dossier, le classeur, et aller fouiller pendant des heures, puisque vous l'avez dans un ordinateur. Ça permet aussi de se synchroniser avec le cloud. Alors, OneDrive, iCloud, oui, je dis iCloud ou iCloud de Apple, Google Drive, tous ces et même Dropbox,
La plupart des prestataires de cloud proposent un logiciel à installer dans votre ordinateur qui vous permet d'avoir une copie en local dans votre ordinateur de ce qu'il y a en ligne. Alors ça, c'est super pratique parce que il suffit de modifier ou d'ajouter un dossier ou d'ajouter un fichier dans votre dossier local Drive et instantanément, le logiciel va s'apercevoir que vous venez de rajouter un dossier ou un fichier et il va pousser ça en ligne directement. Ça, c'est super pratique. Ça prend de la place. Au niveau des moins, c'est vrai que ça consomme pas mal d'électricité et surtout, il y a des risques inhérents aux ordinateurs. C'est-à-dire que ça reste malgré tout un ordinateur avec un système d'exploitation qui peut craindre les virus, qui peut crasher à tout moment. Et si l'ordinateur crache, comment vous allez faire pour accéder à vos données? Alors, il y a moyen de mettre, alors si vous êtes un petit peu calé en technique, il y a moyen de mettre plusieurs disques durs dans l'ordinateur et de faire en sorte que la tout ce qui est copié sur un disque dur va être copié automatiquement dans le deuxième disque dur. On appelle ça du RAID et du RAID miroir. C'est-à-dire qu'en miroir, tout ce que vous copiez sur un disque est automatiquement copié sur le deuxième disque. Donc le deuxième disque qui est de marque différente, bien évidemment. Ça permet de faire en sorte que si jamais un disque dur plante ou crache, ça arrive, hein. Ça arrive, les disques durs n'ont pas une vie éternelle. Un disque dur qui tourne à 24 heures sur 24 pendant des années, moi j'en ai là qui ont 5 ou 6 ans d'heures de vol, 5 ou 6 ans de fonctionnement et commencent à arriver à la fin. Mais il se peut aussi qu'un disque dur neuf, crache assez rapidement. Ça arrive, ça arrive. Donc en les mettant en miroir, ces disques durs-là, ça permet que s'il y en a un qui crache, ben, vos données sont copiées sur l'autre. Et quand vous remplacez le disque dur qui est planté par un disque dur neuf, l'ordinateur va automatiquement resynchroniser le disque dur survivant sur le disque dur neuf. Mais tout ça, ça demande quand même de solides connaissances en informatique. C'est là qu'intervient la solution dont j'avais parlé la dernière fois et que vous attendez tous, qui est pour moi le meilleur des mondes, qui a tous les avantages de tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent, qui a assez peu d'inconvénients et qui pour moi synthétise le meilleur de ce qu'on peut faire au niveau de la sauvegarde de données, au niveau du partage de données, au niveau de la sécurité du support, et au niveau de l'évolution, au niveau de la rétrocompatibilité. C'est vraiment le meilleur des mondes. Laissez-moi vous présenter ce qu'on appelle un NAS. N-A-S. Ça veut dire Julien, Network. Oui, je suis désolée, je te coupe juste 2 minutes. On a dépassé le temps. oui, Je veux pas être le maître du temps pénible, hein, je déteste faire ça en plus. oui. Mais juste Je fais si court. La, der- toi la qui dernière passes. fois, il me manquait un quart d'heure. Et Donc ouais, ouais, voilà, je sais que c'est compliqué, je suis je désolée. vais faire vite. Je vais faire vite. Donc un NAS, comment ça marche? C'est une boîte dans laquelle il y a plusieurs disques durs. Il y en a deux minimum. Enfin, il peut y en avoir un, mais ne prenez pas ceux qui en ont un seul. Il y en a 2, 3, 4, 5, 8, il peut y en avoir plein. Au niveau de la redondance, oui, à partir de 2 disques durs, c'est redondant puisque ça va fonctionner en miroir. Au niveau de la pérennité, c'est quasiment immortel puisque quand il y a un disque dur qui plante, vous allez pouvoir le remplacer. Au niveau de la rétrocompatibilité, elle est universelle. Au niveau de la place, bah, c'est gros comme une boîte à chaussures, hein. Au niveau de l'espace, c'est très grand et en plus de ça, vous allez pouvoir étendre si jamais vous arrivez, à saturer votre NAS. Vous allez pouvoir changer les disques pour des disques plus gros et au niveau du prix, c'est largement rentable dans le temps et c'est beaucoup moins cher que le temps perdu à votre taux horaire, moins cher que le Doliprane et les séances de relaxation. Et au niveau de la disponibilité, c'est sur mesure. Alors comment ça marche? Ça permet donc de communiquer avec tous les appareils de la maison, chose que
permet pas de faire un disque dur externe. Donc vous avez un NAS qui est quelque part dans un bureau, et à travers le réseau de la maison, vous pouvez accéder aux données depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel smartphone. Il y a même des télévisions qui peuvent reconnaître le NAS et accéder aux films qui sont dessus. Ça centralise toutes les données de la famille. Vous pouvez même faire un accès depuis l'extérieur. Donc si vous partez en voyage, vous pouvez ouvrir un accès depuis votre hôtel dans votre NAS. Donc moi, c'est ce que je vais faire là. Je vais pouvoir copier les données de mes cartes mémoire directement depuis mon hôtel vers le NAS qui est dans mon bureau. Vous pouvez faire. Il y a des fonctionnalités de jukebox. Ah oui, on n'a pas parlé de la musique, mais effectivement, si vous avez de la musique en MP3, vous savez, les trucs illégaux à l'époque, on n'en parle pas, mais si vous avez toute votre musique qui sont sur des CD que vous avez copiés en MP3, eh ben, vous allez pouvoir la diffuser dans la maison. Pareil pour les films, ça fait serveur photo vidéo. Ça permet de faire un partage de fichiers collaboratif, c'est-à-dire que même dans au niveau professionnel, vous n'avez plus besoin de partager un dossier dans Windows puisque tout est centralisé là-dedans. Ça synchronise tout seul. Alors pour peu que vous le paramétriez, ça synchronise tout seul avec le cloud. Et c'est économique puisque ça peut s'allumer et s'éteindre à heure fixe. Donc vous pouvez décider qu'à minuit, il s'éteint et puis il va se rallumer à 8 heures du matin. Voilà. Alors, on va, on va parler rapidement dans la technique du secret de sa quasi-immortalité, c'est cette histoire de RAID. Donc ça veut dire, c'est un regroupement redondant de disques indépendants. On a parlé de RAID 1 qui nécessite 2 disques, c'est-à-dire que les données sont copiées sur un disque, puis l'autre. Donc en fait, ça consomme 2 disques pour l'espace de un disque. Le RAID 5, donc ça, je vous laisserai le lire plus tard. Le RAID 5, ça fonctionne à partir de 3 disques. Et en fait, les données sont réparties sur plusieurs disques en même temps. Et on perd l'équivalent de l'espace de un disque. Parce que si vous perdez un disque, vous allez le remplacer et vous allez quand même pouvoir l'utiliser puisque par un certain tour de passe-passe, il arrive à reconstituer par des opérations mathématiques les données qui sont manquantes sur le disque qui est planté. Vous pouvez augmenter l'espace disque en remplaçant les disques par d'autres plus gros, les uns après les autres. Et 2 NAS peuvent se synchroniser et se répliquer l'un l'autre, même à distance. C'est-à-dire que moi, je fais ça. Le NAS de ma maison, il est synchronisé avec le NAS de mon bureau et il y a un dossier qui est très important dans le NAS de ma maison qui est répliqué automatiquement dans le bureau. Donc là, j'ai bien mes données qui sont à plusieurs endroits différents, même sur plusieurs disques différents. Je peux perdre un disque, c'est pas grave. Alors en RAID 6, on peut perdre 2 disques, mais là, ça devient technique. Et au niveau du prix, on avait parlé donc de 1200 € pour 20 ans de cloud à 5 €. Donc imaginez les forfaits à 20 € par mois, au bout de 20 ans, ce que ça fait. Au niveau du prix, je vous ai sorti une grille tarifaire. Alors si vous prenez un NAS qui contient 2 baies, donc on appelle ça une baie. Une baie, c'est un emplacement de disque dur. Grosso modo, ça coûte 170 €. Un NAS avec 4 baies, ça coûte environ 280 €. Et je vous ai fait une grille tarifaire ici pour calculer en fonction de vos besoins. Donc si vous avez moins de 4 Tera à sauvegarder, prenez un NAS qui contient 2 disques et mettez 2 disques de 4 Tera dedans. Donc quand on calcule en RAID 1, 4 Tera plus 4 Tera, ça fait 4 Tera. Bah oui, puisqu'il fonctionne en miroir. La règle de calcul pour le RAID 5, en fait, c'est vous faites la somme des capacités, vous faites la somme des disques durs et vous en enlevez un. Donc en RAID 5, si vous avez 4 disques de 1 Tera, au total, vous disposez de 3 Tera. Donc vous voyez que en dessous de 4 Tera, c'est plus intéressant de prendre 2 petits disques. Au-delà, ça devient plus intéressant de prendre
4 disques plus gros. Donc là, je vous ai fait le prix uniquement au niveau des disques, auquel vous allez devoir ajouter le prix du boîtier. Mais pour moi, c'est la solution la plus intéressante. Alors, du coup, comment je sauvegarde moi? Moi, j'ai mes données qui sont dans un ordinateur, dans un disque dur d'un ordinateur. J'en ai une partie qui est dans mon NAS, et mon NAS lui-même est répliqué. Et en plus de ça, j'en ai dans le cloud. Ce qu'il faut, c'est vraiment panacher vos supports. Euh, Si vous avez plutôt des photos, des vidéos qui sont très très lourdes, mettez-les sur des disques durs externes. C'est très bien. Si vous avez vraiment besoin d'accéder tout le temps à vos données, envisagez un NAS. Si vous avez des données qui pèsent pas lourd, mais auxquelles vous avez besoin d'accéder régulièrement, vous pouvez utiliser le cloud. Moi, j'utilise le cloud pour certains fichiers Word, pour certains fichiers de travail que je mets directement dans mon dossier OneDrive. Je travaille dessus directement dans OneDrive, et que je sois à la maison ou chez moi, je le copie, enfin, je l'enregistre directement, je le sauvegarde dessus. Je rentre chez moi, je le prends dans mon dossier OneDrive, et il est dans l'état où je l'ai laissé depuis le bureau. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que euh, j'ai bien passé en revue tous les supports possibles et imaginables. J'espère que vous, à présent, vous saurez faire votre choix sur sur le support à privilégier et le support à éviter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Movadom. Je peux vous aider, et aussi, je peux également vous aider à faire le choix pour un NAS, puisque j'en installe régulièrement. Si vous êtes intéressé par cette solution, vous pouvez me contacter, vous avez mon email, ou alors vous pouvez demander à Movadom. Merci Voilà. Julien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vais juste clôturer rapidement et puis après, s'il y a des questions, on pourra y venir. Donc la prochaine visio, c'est le 28 mars. Pas du tout, ce n'est pas possible. Donc oubliez cette slide complètement, puisque ce n'est pas possible. Donc je vais vous remercier du coup pour votre participation à tous et votre présence. On vous met le lien comme d'habitude pour vous inscrire aux prochaines visioconférences qui sont Movadom, https://movadom.eventbrite.com, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Gwendoline sur l'adresse qui est affichée également à l'écran. Merci encore à notre financeur, qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine, avec le concours de la CNSA. Merci à tous et très belle journée.